Bonjour à tous, bienvenue dans cet événement Smart RH du village francophone, un Smart RH dédié aux tendances RH. Je suis Jean-Baptiste Gouin, je suis dirigeant et fondateur de Talentco. Talentco qui est un cabinet de conseil, d'accompagnement et de formation né de la transformation digitale et où on travaille plus spécifiquement sur l'évolution des modes de travail. Je suis aussi fondateur d'un think tank qui s'appelle le Collab RH qui regroupe une dizaine de DRH, de directeurs de la transformation de grands groupes, et on réfléchit plus spécifiquement à l'évolution des modes de travail. Alors, ça n'aura échappé à personne. Depuis 10 mois, une crise qui a été soudaine, une crise aussi qui dure. Et cette crise, elle nous engage aujourd'hui, je crois, à deux choses. La première, c'est qu'elle nous incite à rester en ouverture par rapport à ce monde qui change, qui bouge très vite. C'est l'objet de cet événement Smart RH, d'essayer de décrypter ces tendances. Mais cette crise, elle nous fait définitivement, je crois, rentrer dans l'ère du digital. Une des manifestations les plus fortes de cette ère digitale, c'est sans doute dans le domaine RH. Alors, les Teams, les Zoom, les Skype sont devenus nos meilleurs amis, ou en tout cas, pour beaucoup, notre outil du quotidien. C'est à coup sûr un phénomène d'accélération extrêmement fort dans l'évolution des modes de travail. Et il nous semblait intéressant de s'y arrêter pour comprendre ce qui se passe, pour décrypter ce qui s'est passé en 2020 et puis de voir sur quelle tendance on va pouvoir s'appuyer pour dessiner notre futur. Et pour ça, nos intervenants sont en première ligne sur ces tendances. Je vous propose de vous les présenter sans plus attendre. Tout d'abord, peut-être Thomas Benaïm, qui est CEO du Village by CA. Le Village by CA à Paris, c'est 90 startups, je crois, un réseau national de plus de 600 startups. Bonjour Thomas. Bonjour, je suis ravi d'être là parmi vous. Bienvenue Thomas. Nous aurons aussi pour nous accompagner Alexandre Stourbe, qui est le directeur général du Lab RH. Le Lab RH, c'est une association qui promeut l'innovation RH. C'est constitué de 270 startups, mais aussi de 80 grandes entreprises qui s'interrogent sur l'avenir des RH. Bonjour Alexandre. Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à toutes et à tous et une excellente année, j'en profite. Bonjour Lorenzo Corati, qui est cofondateur de Startup Inside. Alors Startup Inside, c'est un accélérateur qui permet de transmettre l'esprit entrepreneur aux grands groupes. Et du coup, son intervention sera à coup sûr intéressante pour comprendre ce phénomène aussi d'accélération. Bonjour Lorenzo. Bonjour, merci de m'accueillir aujourd'hui. Soyez le bienvenu. Et puis enfin, Noëlla Gavier. Noëlla, tu es DRH de Welcome to the Jungles, qui est un média spécialisé sur le travail. Bonjour Noëlla. Bonjour, ravie de contribuer cet après-midi. Bon, alors vous faites tous les quatre partie du think tank du management nouvelle génération. Donc vous avez l'habitude d'échanger ensemble, de confronter vos points de vue. Et c'est bien ce que l'on attend de vous sur cette petite heure que nous allons passer ensemble. Avant de vous passer tout de suite la parole, et peut-être directement à toi, Noëlla, je voudrais rappeler à nos spectateurs, n'hésitez pas à poser vos questions sur le fil YouTube. On prendra un quart d'heure à la fin pour essayer de répondre au maximum de ces questions. Voilà. Alors Noëlla, je disais tout à l'heure que cette crise, les RH étaient en première ligne de ce qui s'est passé, du télétravail, mais pas que. J'ai envie de te demander, toi finalement en tant que DRH, comment tu as vécu cette année 2020 dans un contexte où les RH ont quand même joué un rôle très particulier? Absolument. En 2020, la fonction RH a beaucoup évolué. On s'est retrouvé dans des situations où on a dû être particulièrement agile pour accompagner les équipes sur le terrain. La direction générale a absolument fait tous les niveaux, à niveau opérationnel, stratégique, être capable d'être en position d'hélicoptère en permanence pour redonner du sens en fait aux équipes. Qui, en fonction de leur métier, en fonction de la situation évidemment très impactée par la situation sanitaire, vivaient le confinement de manière très différente. On avait des équipes en télétravail forcé, d'autres en activité partielle. Enfin, globalement, tout le monde s'est retrouvé au pied du mur à vivre à distance, cloîtré chez soi.
Et donc, la fonction RH a finalement été là pour recréer le sens un peu du collectif, en réalité, pour permettre aux collaborateurs à distance de vivre ce confinement le mieux possible en sachant pourquoi ils étaient là. Et nous, typiquement, chez Welcome, on utilise un outil qu'on a créé en fait pendant le premier confinement qui s'appelle Welcome Home, qui est un intranet et qui permet en fait aux collaborateurs de mieux se connaître, de comprendre l'organisation, le fonctionnement des équipes. Aujourd'hui, c'est un outil qui est en bêta, qui est utilisé chez nous et chez 300 de nos clients. Et ça nous… Comment ? Pardon, dont le village. Et effectivement, c'est un outil qui nous permet de collaborer, de mieux se connaître et de faire en sorte que la culture se diffuse de manière naturelle à des moments où on pourrait oublier ce pourquoi on est tous là ensemble dans un projet commun. Ce que tu nous dis, Noëlla, c'est que finalement, vous avez fait de cette crise une forme d'opportunité pour que les collaborateurs se connaissent mieux, c'est ça? Et essayer de redonner du sens? Absolument. Et en fait, ce qui est hyper important, on s'en est rendu compte au moment de la crise, c'est vrai tout le temps, mais c'est encore plus vrai maintenant, c'est avoir des dirigeants qui sont capables de fixer le cap de manière régulière pour que le sens du quotidien soit là. Quand tout est mouvant autour de soi, avoir quelque chose qui tient bon au boulot, dans la vie du quotidien, ça rassure les équipes, ça crée de l'engagement et cette transparence aide vraiment à ça, à consolider et à rassembler les équipes derrière un projet qui est clair pour tout le monde. Et donc, en fait, créer cette stabilité au moins dans la vie au quotidien du travail rassure et génère, nourrit cet engagement des collaborateurs. Du coup, c'est sûr que dans la tempête, c'est mieux d'avoir un capitaine qui est là, qui est présent, qu'on voit, qui donne le cap et le sens. Du coup, est-ce que ça a donné lieu à des nouveaux rituels, par exemple, chez vous, où les directeurs généraux, par exemple, prennent la parole plus régulièrement? Comment ça se passe? Absolument. En fait, on fait deux choses depuis le premier confinement. On a lancé des Q&A. Donc, les collaborateurs nous soumettent des questions de manière anonyme. Tous les 15 jours, en fait, notre fondateur prend la parole, répond aux questions. Donc, ça démarre par une présentation d'un état des lieux du business, réponse aux questions qui ont été posées de manière anonyme et échange avec les collaborateurs, évidemment par Zoom, mais on garde cet échange. Et la deuxième chose qu'on fait, on a mis en place un système d'enquête de satisfaction. Donc, tous les mois, on prend le pouls des équipes, on mesure le NPS, le taux d'engagement, de façon à pouvoir actionner des leviers de manière très rapide en fonction de ce qui nous est remonté. Ok, super. Ça m'évoque, pour info, si vous ne savez pas, chez Google, le rituel des dirigeants, Sergey Brin et Larry Page, c'est tous les jeudis soirs, et en temps de crise ou pas, il y a un temps d'échange avec l'ensemble des collaborateurs worldwide. Et je crois que c'est assez essentiel dans la période actuelle de revisiter finalement ces rituels managériaux et finalement donner un peu de rythme à ces rituels plus que la réunion trimestrielle ou annuelle. Noëlla, finalement, toi en tant que RH, dans cette période qu'on a vécue, qu'est-ce que ça a changé? On pourrait se dire que la fonction RH, elle est toujours aux côtés du business, il y a ce côté business partner. Évidemment, ça fait partie du rôle, mais là, je crois encore plus comprendre les enjeux du terrain, comprendre les attentes, les frustrations, les baisses de morale qui sont évidemment, enfin, c'est obligé des équipes, hein. Être là pour les comprendre, les retranscrire. Et donc, on est vraiment un vecteur entre la direction qu'on accompagne dans cette fixation du cap et les équipes. Et donc, c'est un aller-retour constant. Et ça passe par une compréhension fine des enjeux marchés, des besoins des équipes, des attentes des managers, des compétences aussi qui vont évoluer. Et on en reparlera peut-être. Mais enfin, voilà, toute cette partie, c'est vraiment être au cœur vraiment du sujet et pas lâcher la balle. Et on sort complètement d'un rôle administratif qui fait partie de la fonction. Mais là, on est vraiment sur quelque chose dans l'humain et dans le quotidien stratégique. Alors, c'était ma question, justement. J'avais le sentiment qu'on sortait du côté administratif. Toi, tu vois comment, justement, l'évolution de la fonction RH? Qu'est-ce qui va rester de cette crise, finalement, après? C'est, je pense, l'adaptabilité,
et le fait d'anticiper les évolutions du business et accompagner les équipes dans ces évolutions business. Et en filigrane, il y a une compétence qu'on a tous acquise et où on excelle aujourd'hui, c'est l'utilisation de Zoom. Et je pense que ça peut se plasmer sur plein d'autres compétences qu'on peut, de la même manière, sur lesquelles monter très très vite parce qu'on a un besoin. Et je pense que ça va devenir très prégnant dans la fonction. Très bien. Lorenzo, on a vu qu'il a fallu s'adapter très vite. C'est un peu votre métier de développer de la culture start-up, développer de l'agilité, savoir anticiper, réagir. Qu'est-ce que tu as vu, toi, au niveau RH, justement, en termes de réaction de la fonction, finalement, j'ai envie de dire. Et finalement, en tout cas, on a bien vu que sur le télétravail, il a fallu vite s'adapter. Est-ce que ça veut dire que même les plus grands groupes ont fonctionné comme des startups? Alors, merci beaucoup pour la question. Alors, je pense que de toute manière, effectivement, depuis la création de Startup Inside, notre rôle, c'est de les aider à vraiment avoir cette agilité, mais plus que l'avoir, c'est-à-dire la vivre, la pratiquer au quotidien. Et donc, depuis des années, on met en place des programmes d'intrapreneuriat, d'innovation, etc. Et en fait, à l'arrivée de la Covid, vous avez eu un phénomène d'amplification massif qui a fait passer des collaborateurs qui avaient dans certains secteurs des ordinateurs pro et des comptes Zoom, comme tu disais, Noëlla. On est passé de quelques personnes qui avaient des comptes à quasiment l'ensemble de la société qui était sur Teams ou sur Zoom. Donc, vous imaginez un grand groupe qui fait plusieurs milliers de collaborateurs passer du jour au lendemain à je sais pas, de 1000 ordinateurs à plus de 10 000 ordinateurs en 2-3 semaines, et idem sur les comptes Zoom. Donc, en fait, c'est à la fois un changement massif, rapide qui s'opère, donc c'est positif pour les entreprises, mais d'un autre côté, ça crée un problème d'engagement, c'est-à-dire que vous avez des personnes qui du jour au lendemain doivent maîtriser et utiliser des outils. Alors, dans certaines entreprises, c'est facile, dans d'autres, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut onboarder les collaborateurs. Alors, quand on parle de management, puisque c'est aussi un des sujets qu'on traite tous ensemble, c'est de voir comment on va réussir à obtenir des collaborateurs engagés qui vont maîtriser les outils. Mais surtout, je pense que la question, c'est comment faire pour que des collaborateurs soient continuellement en train de se former aux nouvelles features qui sont développées par les Teams, les Zoom, etc. On sait qu'aujourd'hui, on a de plus en plus besoin pour une équipe de travailler en format hybride, comme on peut l'appeler, c'est-à-dire soit en faisant des ateliers digitaux, soit en faisant des ateliers en physique, ou soit les deux. Et maintenant, cette évolution rapide permet de faire collaborer des équipes internationales sur des sujets divers et aussi variés qu'on puisse l'avoir en ayant différentes équipes qui peuvent travailler ensemble. Et l'avantage, c'est que grâce à ces outils, maintenant, on peut le faire. Donc, en fait, pour répondre à ta question, effectivement, il y a un énorme impact pour des grands groupes et des multinationales du fait de cette possibilité maintenant d'avoir beaucoup plus de collaboration qu'on va appeler de la collaboration hybride, et elle va être beaucoup plus facilitée du fait de la formation des équipes beaucoup plus importante à ces outils-là. Alors effectivement, tout le monde n'est pas formé, tout le monde n'accepte pas forcément ces nouveaux logiciels, mais ça va être un enjeu, et je pense que c'est l'enjeu des prochaines années, c'est de trouver un équilibre entre toutes ces populations. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. Ben oui, tout à fait, Lorenzo. Mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas un risque, ça fait longtemps qu'on parle de fracture numérique, qu'on était peut-être à un point d'inflexion où ben, certains y allaient, d'autres moins. Est-ce que ça veut dire que tout le monde est passé, ou est-ce que finalement on trouve aujourd'hui dans les entreprises des gens qui ont encore du mal à utiliser ces outils? Alors, il y aura toujours des personnes qui auront des difficultés à utiliser les outils. Je pense que le débat, il est beaucoup plus sur la rapidité et sur le fait que la situation a quasiment obligé tout le monde à le faire. C'est-à-dire, peu importe le secteur d'activité, et je ne citerai pas d'entreprise, mais des entreprises de transport qui sont plutôt old school et qui n'abordent pas forcément ces logiciels, ont été aussi obligés d'utiliser ces nouveaux outils. Donc, en fait, par obligation, tout le monde se met à l'utiliser. Et maintenant que tout le monde sait l'utiliser, alors pourquoi pas aller encore plus vite et continuer à se former. Je vois peut-être que vous le voyez aussi, mais Zoom
Teams et tous les autres logiciels Google, etc., mettent à jour constamment leurs outils pour que l'on puisse l'utiliser et passer le plus de temps possible dessus. Donc, ce qui veut dire que dans les prochains mois, dans les prochaines années, on va pouvoir faire beaucoup plus que de la visio, on va pouvoir collaborer, on va pouvoir faire du brainstorming totalement sur Zoom ou sur Klaxoon, etc. Et c'est ça, en fait, le futur de la collaboration. C'est de pouvoir, sur des outils disponibles, mélanger présentiel, digital, en ayant une intelligence collective qui soit à son maximum, peu importe là où on se trouve, et que tous les collaborateurs puissent travailler de chez eux si besoin, en ayant le même niveau de sérieux, le même niveau d'engagement et le même niveau de résultat. C'est vrai qu'on voit aujourd'hui que c'est plus inhérent à certaines fonctions, mais la maîtrise de ces outils devient une compétence clé. Je pense, moi, à un secteur que je connais bien, la formation. On voit que sur le secteur de la formation, les formateurs qui ont mis du temps à passer à la visio ont eu des problèmes dans l'activité. Alors que ceux qui s'y sont mis très vite ou qui le faisaient déjà en ont eu beaucoup moins. Je pense aussi à la fonction commerciale, où on fait de rendez-vous de moins en moins. Effectivement, mener un entretien en visio, ça nécessite quelques nouveaux leviers pour générer de la confiance, et ça devient une compétence de plus en plus clé. Et je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur l'évolution de ces compétences. Et ce sont des techniques qui sont propres au digital. C'est des nouvelles méthodes, c'est des nouvelles techniques. Là, tu parlais des commerciaux. Je pense qu'un commercial ne va pas pitcher son projet ni sa solution de la même manière en présentiel qu'en digital. Les techniques ne sont pas les mêmes. Les techniques pour attirer l'attention, capter l'attention, la conserver ne sont pas les mêmes. Elles évoluent et c'est important de pouvoir le transmettre aussi aux collaborateurs. Et tu parlais de formation. Effectivement, c'est un des sujets qui revient le plus en ce moment. Ouais, exactement. Thomas, on a compris que les compétences évoluaient, qu'il y avait un nouvel équilibre hybride. On a parlé aussi de management hybride. On a besoin de garder le lien plus qu'avant. Finalement, quels seront en 2021, au regard de toi, ce que tu vois des startups, du groupe auquel tu appartiens aussi, finalement, comment tu perçois les enjeux de 2021 ? Alors je dirais que c'est les enjeux de 2021 et peut-être qui ont été accélérés par rapport à ce qu'on vit, ce qu'on a vécu en 2020 et ce qu'on continue à vivre. Mais finalement, nous, on est amenés au sein du village à naviguer entre le monde corporate et le monde startup. C'est-à-dire qu'on travaille effectivement et on accélère un certain nombre de startups, même énormément. Mais en même temps, on accompagne beaucoup de grandes entreprises à se transformer, parce que c'est toute la proposition de valeur du village, d'accompagner l'ensemble de ces deux mondes à grandir ou à se transformer en s'appuyant sur l'un et l'autre. Et en discutant avec les différentes directions RH ou même innovation, qui sont parfois très liées, en fait, on s'aperçoit, au-delà même de parler d'engagement à proprement parler, il faut d'abord, pour maintenir l'engagement, il faut surtout s'adapter aux nouvelles attentes des salariés. Et ça, je pense que c'est pas une question, c'est pas juste générationnel, c'est qu'on parle pas que des plus jeunes. Je pense que ces attentes des salariés, quel que soit l'âge, elles ont évolué avec le temps, et les attentes des collaborateurs, notamment vis-à-vis du management, elles s'expriment pas forcément maintenant en termes d'expertise ou de super sachant. Je pense que la plupart des collaborateurs, maintenant, ils recherchent surtout et avant tout un interlocuteur qui est capable de les conseiller sur la bonne posture à adopter dans telle ou telle situation, de les rassurer ou créer de la confiance. Et d'autant plus dans les périodes dans lesquelles qu'on a traversé, où on est souvent amené à rester chez soi, justement d'avoir quelqu'un en soutien, c'est d'autant plus important. On s'aperçoit qu'ils apprécient qu'en cas de difficulté, il y a quelqu'un sur lequel ils peuvent s'appuyer ou qui présente un peu d'empathie et qui apporte des feedbacks réguliers. Constructif et bienveillant, on n'est pas dans le contrôle, hein, c'est des choses qui ont pas mal évolué aussi dans la posture du manager. Et en fait, cette nouvelle posture de manager qui prône un peu l'autonomie, la responsabilisation du collaborateur dans les missions qui lui sont confiées, tout ça, ça favorise l'engagement. Toutes ces attitudes-là favorisent l'engagement des collaborateurs. Et en parallèle, ce que je pourrais dire, c'est que si on regarde un peu les évolutions de l'entreprise aussi depuis plusieurs années, les salariés, l'ensemble des collaborateurs, ils sont de plus en plus amenés à être impliqués dans une multitude de projets transverses où chacun travaille pour d'autres départements et par conséquent, pas toujours en contact avec ses propres collègues ou même son propre manager, ce qui peut aussi provoquer une perte d'appartenance au collectif. C'est aussi pour ça que c'est important d'apporter de l'engagement. Et si on regarde et qu'on continue à creuser un petit peu le fil, en même temps, on s'aperçoit que la dimension humaine, et Noëlla en a très bien parlé, elle est de plus en plus forte, elle est plus présente qu'avant.
Et cette dimension humaine, c'est celle qui contribue à donner du sens au travail qu'on réalise, enfin que l'ensemble des équipes réalisent. Et bien évidemment, plus il y a de sens, plus les équipes sont engagées, plus l'entreprise performe et innove. Tout ça, c'est un cercle vertueux. Et c'est pour ça, et je vais sûrement redire quelque chose qui a été déjà dit très bien aussi par Noëlla, c'est que c'est dans ce cadre-là qu'il est important de construire une vision commune, partager des résultats à atteindre collectivement, soit au sein de l'entreprise, soit au sein même d'une équipe. Et ça, là encore, je reviens sur le rôle du manager, mais je pense qu'une bonne part de l'engagement des collaborateurs, il dépend aussi, bien évidemment, des RH, mais bien évidemment du manager qui accompagne les collaborateurs. Et c'est un peu le rôle du manager de créer et de garantir un peu la pérennité d'une vision commune au sein d'une entité. Noëlla, du coup, Thomas nous parle de nouvelles attentes des salariés et fait le lien avec la posture du manager. Toi, qu'est-ce que vous avez perçu chez Welcome to the Jungles comme nouvelles attentes des collaborateurs, par exemple? Ce qu'on a perçu chez nous, dans cette lignée-là, c'est plus de visibilité, plus de disponibilité et être capable de mettre de l'humain et du présentiel sur de la distance. Alors, c'est un peu ésotérique comme ça, mais c'est réussir à recréer cet esprit d'équipe, trouver des moments informels. Alors, j'imagine que tout le monde fait ça, mais c'est des cafés du matin, c'est le petit coup de fil de l'après-midi. Nous, on a dans nos équipes, on a des gamers qui se sont lancés sur des jeux de société à distance entre midi et 2. On a lancé même des cours de sport entre midi et 2. Donc, nous, on a poussé le sujet un peu loin. Mais voilà, c'est recréer du lien humain avec un écran. Pour bien comprendre comment ça se passe, vous êtes revenu un petit peu au bureau entre les deux confinements ou est-ce que Oui, on a réouvert les bureaux absolument avec une jauge à 50% du capacitaire pour respecter le distanciel. Au deuxième confinement, on a gardé les bureaux exceptionnellement ouverts pour les gens qui étaient en situation de souffrance à domicile tout seuls ou mal installés à domicile. Donc, très, très peu de personnes pour vraiment permettre d'accueillir ceux qui en avaient le plus besoin. Ouais. Je veux dire qu'on a observé des comportements, un état des troupes qui était assez différent, je crois, entre le premier confinement et le deuxième confinement. Je ne sais pas si vous partagez ça, mais entre autres, les entreprises, les organisations qui n'étaient pas du tout revenues au travail cet été entre les deux confinements. On a vu tout un tas de rituels de café du matin, parfois s'étioler, et du coup, des choses partir un petit peu à volo. On voit que c'est essentiel de garder ce lien. Et quand il y a un petit peu de présentiel, c'est quand même a priori un peu plus efficace. On verra ce que les Facebook, etc., qui veulent faire du full présentiel, du full distanciel, pardon, comment ça se passe. Et effectivement, ce moment du retour au bureau est un moment important, y compris dans les postures managériales qu'évoquait Thomas. Je rebondis d'ailleurs là-dessus parce que effectivement, c'est intéressant de regarder ce que font les GAFA, hein, mais je pense que les cultures d'entreprise et les cultures liées au pays sont très différentes. Et là, je pense va falloir s'adapter aussi en fonction justement de la culture d'entreprise qui, pour certaines, sont centenaires, d'autres très jeunes, et d'autres qui ont une culture anglo-saxonne qui est assez différente des cultures latines. Hein. Et je pense que c'est assez important. Nous, on est amené à souvent travailler à l'international et on voit les cultures d'entreprise d'un pays à l'autre sont très, très différentes dans la manière de manager et d'avoir une approche même du monde du travail. Je pense que cette notion de recréer du collectif, de l'engagement ou même de favoriser le présentiel, elle ne va pas pouvoir s'étudier juste sur des études qui sont purement des études anglo-saxonnes. En tout cas, je parle pour la France, après on pourra en parler. C'est clair, on a nos spécificités, on est presque fiers de les avoir. Alexandre, alors vous, votre métier, c'est avec le Lab RH, hein, c'est justement d'être aux avant-postes finalement de ces évolutions. On voit que la crise est un accélérateur. Comment vous l'avez vécu, vous, au Lab RH, et qu'est-ce que vous percevez, entre autres sur des thématiques très digitales qu'on pouvait avoir? On parlait de data, d'intelligence artificielle. Finalement, est-ce que la crise qu'on a vécue nous propulse forcément sur ces nouvelles solutions technologiques et quels en peuvent être les cas d'usage finalement? Alors, il y aura peut-être des redites aussi par rapport à ce que tout le monde a dit. Et de toute façon, j'abonde dans ce qu'a pu dire Noëlla, Lorenzo et Thomas. Après, peut-être aussi pour résumer, c'est clair qu'aujourd'hui, il y a une réelle volonté
des collaborateurs et des collaboratrices à avoir beaucoup plus de transparence au sein de leur entreprise. C'est ce qu'expliquait Noëlla avec ces fameux rituels, divulguer finalement les plans d'action que la direction générale doit mener, etc. Bon, une vraie transparence dans l'entreprise. Et en fait, on revient à des logiques de confiance qu'on a un peu perdues ces dernières années, c'est-à-dire que à la fois le collaborateur doit avoir confiance en son management et dans son entreprise, et inversement, l'entreprise doit avoir confiance en ses collaborateurs. Et c'est comme ça qu'on recrée un climat serein, bienveillant pour travailler avec une vraie logique d'agilité. Et puis, on l'a vu évoluer. De toute façon aussi, on est passé du customer centric il y a quelques années au collaborateur centric. Donc, on se sent bien évidemment sur la richesse première d'une entreprise, à savoir ses collaborateurs, ça c'est clair. Après, je rejoins Lorenzo aussi sur les logiques de problèmes d'engagement. Et puis, il y a un vrai sujet autour de la fracture numérique parce que là finalement, on dresse un schéma assez idéal s'adressant à des populations cadres, mais il ne faut pas oublier que dans les entreprises, il y a des techniciens, il y a des gens qui sont sur des chaînes de montage, il y a des gens qui sont en fait obligés d'aller tout le temps au boulot, qui ne peuvent pas être en télétravail. Et en fait, ça crée vraiment des ruptures à la fois numériques, mais aussi en termes de management. C'est comment je gère une équipe sur place qui est obligée d'être en présentiel dans l'entreprise et des équipes qui sont en remote tranquillement chez eux. Et ça a créé de vraies disparités. Il y avait des vrais soucis. Moi, j'avais pu parler avec des entreprises dans le luxe ou dans la grande distribution pendant les confinements. Il y avait un climat social qui était un petit peu tendu parce que les entreprises s'y retrouvaient pas là-dedans. Donc, il y a un vrai enjeu aussi de la part des entreprises à être de plus en plus apprenantes et à accompagner tous ces collaborateurs dans le développement de ces nouvelles compétences, justement, entre autres, pour attraper pour certains du retard sur le numérique. Et après, je rejoins, ce Thomas est passé vite dessus, mais finalement, la crise sanitaire, comme on la vit encore aujourd'hui, n'est qu'un simple amplificateur de toutes les tendances qu'on a pu voir ces 2-3 dernières années dans la sphère RH. Donc là où ça devait prendre, on pensait que ça allait prendre 5 ans, la réalité, c'est que là, en un an, on va hyper vite. Donc en fait, il y a beaucoup de choses qui ont été initiées auparavant. C'était des tentatives dans les entreprises. Alors, beaucoup utilisaient des startups, bien évidemment. On travaillait sur les logiques d'engagement, on travaillait sur les nouvelles tendances, les nouvelles attentes des salariés. On réfléchissait déjà il y a 2 ans, la posture du manager n'est plus un manager en tant que tel, ça devient un coach. Pareil, c'est amplifié. Aujourd'hui, finalement, le manager, on attend quoi de lui? C'est de gérer les situations de stress que peuvent avoir les collaborateurs et collaboratrices en travaillant à distance, parce qu'il y a de l'éloignement, parce qu'on est tout seul, parce que finalement, quand on était au bureau, on pouvait s'appuyer sur les uns sur les autres pour se connecter à un Teams ou un Zoom. On est devant chez soi, en fait, on ne sait plus comment se connecter sur des outils comme ça à distance. Donc, il y a ce rôle de coach. Et alors, c'est assez paradoxal parce que on dit beaucoup, on remet l'humain au centre des organisations, etc., etc. Mais la réalité, il y a des études qui ont été faites. Je redis toujours, parce que ça m'a marqué, l'étude Oracle qui est sortie. Là, 12 000 salariés sollicités, 11 pays derrière. Alors, c'est vrai que ce n'est pas spécifique sur la France, hein, c'est assez large. Et Thomas, ça touche peut-être les États-Unis, c'est complètement différent avec la France, etc. Et ça, je te rejoins à 100%. Mais en tout cas, 68% des salariés interrogés sur la partie gestion du stress dans l'entreprise, 68% des salariés interrogés ont beaucoup plus confiance en une intelligence artificielle qu'en leur propre manager. Et donc, on se dit, attends, on remet plein d'humains au cœur de les organisations, mais la réalité, c'est qu'en fait, les collaborateurs ont plus confiance dans les machines que dans les managers. Donc, voilà, il y a un vrai sujet aujourd'hui d'intelligence artificielle. Et puis, là, c'est clairement, c'est la tendance, bien évidemment, on ne peut pas y passer, on ne peut pas y couper. Après, c'est qu'est-ce qu'on appelle intelligence artificielle? En fait, c'est ce que je dis toujours. Aujourd'hui, et désolé pour les startups qui m'écoutent, vous faites de super boulot aujourd'hui pour développer l'intelligence artificielle. Mais la réalité, c'est qu'on parle beaucoup plus d'algorithmes et d'algorithmisation finalement de la fonction RH, d'automatisation de tâches, que d'intelligence artificielle. Et après, il y a le sujet de la data. On n'est pas encore hyper au point sur la gestion de la data RH, qui est très particulière. Et derrière ça, en fait, on a sorti, en plus ça remonte à il y a 3 ans et demi, bientôt 4 ans, on avait sorti, nous, au Lab RH, la charte éthique du lab. C'était sensibiliser les startups et les RH à l'utilisation d'outils utilisant les logiques d'intelligence artificielle. Et on revient finalement sur ce que disait Noëlla tout à l'heure, à des logiques de transparence, en fait. La tendance, ça va être ça, c'est d'expliquer clairement aux collaborateurs et collaboratrices,
OK, j'utilise telle startup pour faire du recrutement, pour gérer les carrières, pour améliorer la santé au travail, etc. Mais pourquoi j'utilise, comment est construit l'intelligence artificielle ou en tout cas l'algorithme derrière, quelles données elles sont traitées, qu'est-ce qui en ressort, comment c'est interprété, pour que ce soit hyper transparent, que les collaborateurs et collaboratrices, encore une fois, puissent avoir confiance dans leur entreprise. Moi, Et du coup, je rebondirais bien sur justement la notion dont tu parlais, c'est qu'effectivement, la data, par exemple, on est d'accord, la data, il nécessite encore de la centraliser, de la fiabiliser au sein des directions RH, mais il y a quand même de plus en plus de données accessibles sur les compétences comportementales, sur les usages internes. Et finalement, je trouve que la DRH a de plus en plus d'outils qui lui permettent de proposer des services personnalisés aux collaborateurs et d'avoir une relation même avec le collaborateur qui soit un peu plus personnalisée et qui finalement permettent aussi de pousser les bons outils au bon moment aux collaborateurs. Et je trouve que ça la place dans une situation qui est encore plus, et plus stratégique parce qu'en se concentrant sur ça et en favorisant un petit peu la transformation des usages internes, finalement, elle favorise la transformation ou l'amélioration du business de l'entreprise. Donc, ça lui donne un aspect plus important. Et en parallèle, elle se met en partenaire du collaborateur un peu plus qu'elle l'était aussi auparavant parce qu'il y a quand même tout un tas d'outils qui automatisent aussi ce type de choses et qui la déchargent aussi d'essayer d'elle-même appréhender l'ensemble de ces outils-là. J'ai travaillé beaucoup d'entreprises dont les DRH, je parle plutôt dans le monde corporate, passent beaucoup de temps aussi à améliorer les outils d'un point de vue réglementaire, de gérer le SIRH en tant que tel, avec les solutions SaaS qui existent sur le marché. Alors, je me doute bien que ça va mettre du temps à se démultiplier au sein des grandes entreprises, mais finalement, on peut se décharger un petit peu de tout cet aspect-là. Parce que finalement, maintenant, dans les entreprises, il y a quand même tout un tas dans les solutions de marché côté startup, on est quand même, en même temps que le CES, on pourrait peut-être en parler un petit peu. D'ailleurs, il y a énormément de startups qui proposent de super belles solutions. Elles permettent de décharger un petit peu les directions RH de l'évolution de ces problématiques réglementaires parce que c'est géré automatiquement par les solutions SaaS qui sont offertes. Et finalement, la RH, elle peut se reconcentrer sur et la politique RH de son entreprise et l'opérationnel au quotidien et peut-être allouer davantage de ressources justement à ça plutôt qu'à gérer la mise en place d'outils pour l'ensemble des collaborateurs. Je trouve que ce middleware qui n'existait pas avant permet aussi on en avait parlé lors de nos réunions préalables, de voir la RH un peu comme une RH as a service. C'est quels sont les outils dont vous avez besoin et moi, je vais vous les mettre à disposition. Et ça, je pense que cette posture-là, elle est un peu plus vraie maintenant qu'elle l'a été les quelques dernières années. Et tu as raison. Alors justement, ça pousse le point de l'évolution de la fonction RH. Si je te suis, Thomas, même tu dis finalement les outils, la digitalisation de la fonction RH va permettre au RH d'apporter une valeur ajoutée peut-être différente. Et j'entends presque, plus que RH partner, j'entends presque salarié partner finalement. Comment vous voyez l'évolution de la fonction RH? Peut-être qu'Alexandre, tu peux nous partager ton point de vue là-dessus? Thomas a déjà commencé à donner des bons éléments de réponse. C'est clair qu'aujourd'hui, la fonction RH, et même Noëlla le disait, quand on regarde 5 ans, 10 ans en arrière, la fonction RH, c'est une fonction administrative. Concrètement, la fonction RH gérait les problématiques juridiques, gérer l'administration du personnel, donc la paye, les congés. Et aujourd'hui, grâce aux outils numériques déployés par les startups, beaucoup de tâches sont automatisées par ces startups. Il y a des algorithmes qui ont été développés qui permettent au RH de prendre des décisions et de se recentrer sur des choses beaucoup plus stratégiques. Et Noëlla l'avait évoqué, et puis on l'avait évoqué aussi lors de la préparation. La direction des ressources humaines, dans plus en plus d'entreprises, on les retrouve maintenant à des postes de codir, alors qu'avant, elles n'étaient pas forcément impliquées dans la stratégie de l'entreprise. Aujourd'hui, la fonction RH est une fonction clé de l'entreprise, alors que pendant des dizaines d'années, ça a été le parent le plus pauvre de l'entreprise. On ne mettait jamais 1 centime d'euro dans la fonction RH. On n'investissait rien. Maintenant, il y a des investissements qui sont faits et parfois, il y a des investissements hyper importants là-dedans. Donc, les RH évoluent à ce niveau-là. Et alors, tu as évoqué, Jean-Baptiste, le terme de RH partner. C'est un terme qu'on utilise depuis quelques années maintenant. Mais c'est vrai, encore une fois, c'est le soutien auprès des collaborateurs. Et je rejoins encore une fois Thomas. On est aussi dans une quête d'hyper-personnalisation, finalement, des services qu'on peut apporter aux collaborateurs. Et ça, la fonction RH doit justement, grâce à tous les outils qui lui sont à disposition sur le marché, pouvoir spotter exactement pour le collaborateur situé à tel endroit de l'organisation, lui dire voilà, ce qu'il faut pour toi, c'est ça, et s'occuper de la personnalisation.
Et du coup, Alexandre, c'est là où on a besoin de la data RH. C'est ce que va nous aider la data RH à améliorer l'expérience collaborateur. Bien sûr, mais après, moi, je reviens toujours sur les logiques d'éthique et de confiance. Je vais donner un exemple. Je vais parler du recrutement. Je ne sais pas, là, autour de la table, et pour celles et ceux qui nous écoutent, il y a des solutions qui existent, qui sont super dans le recrutement pour identifier les soft skills. Mais demain, vous passez un entretien où on va analyser, parce que c'est des entretiens vidéo, et c'est une intelligence artificielle qui va analyser vos mimiques pour savoir s'il y a un petit rictus quand vous parlez et tout, et qui va identifier que finalement, vous êtes peut-être un peu pervers dans vos trucs ou machin. Ça fait flipper quand même. Je pense que c'est tout le problème, c'est que les RH vont devoir apprendre à gérer les contradictions. Ouais. C'est comment je continue à favoriser le lien entre collaborateurs alors que le télétravail se démocratise. C'est comment je sais pas, je protège davantage les collaborateurs avec le risque sanitaire et tout ce qu'il encourt en respectant la sphère privée. Enfin bref, ça va être c'est des évolutions intéressantes à suivre. Effectivement, c'est comment j'apprends à gérer les contradictions. Ouais, c'est ça, c'est hyper flippant. Donc, oui, bien sûr, la data va nous aider. Après, il faut avoir confiance en la data, il faut avoir confiance aux machines, finalement. Et après, il y a une certaine éthique, c'est-à-dire à un moment donné, donc, il ne faut pas non plus que le RH, sous couvert de résultats fournis par une machine ou par un outil, se disent bah non, bah, c'est la machine qui a dit, donc c'est elle qui a raison, moi je me dédouane. Non, en fait, il y a une vraie responsabilité humaine. Et donc c'est pour ça, moi je mélange un peu peut-être les logiques de transparence, de confiance et d'éthique, mais il faut vraiment garder ça en tête. Et donc là, on revient finalement à des notions d'humain. Et tant qu'on maîtrisera ça, en fait, on ne sera jamais dans une logique de Terminator, le soulèvement des machines, tout le monde va nous remplacer, les jobs vont disparaître, etc. Ouais, Ça, ça reste une aide à la décision. Mais, entre guillemets, ça n'arrivera jamais. L'intelligence artificielle made in Disneyland Paris, ça reste un rêve et ça n'arrivera pas. En revanche, ce qui est intéressant, et tu parlais du rapport tout à l'heure que tu as lu, c'était Oracle, je crois. Il y a un autre rapport qui est hyper intéressant, qui a été écrit par David Giblas de Malakoff Humanis et BCG, qui s'appelle Intelligence artificielle et capital humain, qui a été écrit il y a 1 an et demi, 2 ans, qui met vraiment en évidence le fait qu'il ne s'agit pas forcément que le collaborateur, le dirigeant, le DRH, sache faire de l'intelligence artificielle, sache coder, etc. Mais la question, c'est plus, est-ce qu'ils vont le comprendre pour savoir l'interpréter et donc prendre la bonne décision? Parce que l'intelligence artificielle, demain, elle donnera une indication. C'est comme quand vous faites comme vous avez une intelligence artificielle dans la santé qui fait un pré-diagnostic. Elle va vous donner une information pour vous faciliter le travail. Mais la décision finale, elle devra se faire par le RH, par le DRH. Et ce qui est compliqué, c'est de faire en sorte que le DRH comprenne comment a été générée la solution, comment a été généré l'argument ou autre, pour pouvoir ensuite, par son libre arbitre, prendre la bonne décision et la décision finale. Et ça, je pense que c'est un des enjeux avec tous les logiciels qui vont arriver. Et tu parlais tout à l'heure de la lecture des mimiques, etc. Quid si un RH trouve que le recrutement et la personne en face d'elle est sympa, mais que le logiciel dit qu'en fait, elle ment? Est-ce que tu écoutes ton instinct ou est-ce que tu écoutes le logiciel? Ouais. Les relations humaines sont bien faites. Maintenant, on se pose la question de l'interprétation de ce que l'algorithme va dire. Et de cette interprétation va découler toute l'organisation de l'entreprise. Et c'est là où il y a un facteur, il y a une question en fait. C'est une question qui se pose, c'est une question éthique, c'est une question aussi de logique, de sens. Et ça va dépendre, je pense, de la stratégie, mais surtout de la connaissance du RH et des DRH. Et on le voit dans les ateliers, et je finirai peut-être là-dessus, on le voit dans les ateliers qu'on fait du coup tous ensemble avec des DRH. On fait des ateliers avec plus de 300 ou 400 DRH et managers en ce moment pour comprendre qui sera le manager de demain. Et ce qui ressort, c'est que le manager de demain comprendra l'intelligence artificielle et tous ses aspects. Donc, si le manager doit comprendre l'intelligence artificielle, le DRH doit aussi comprendre l'intelligence artificielle. Et je pense que demain, au-delà de l'utilisation des startups, puisque ça arrivera, la compréhension pour moi est un enjeu fondamental. bon, très bien, on voit bien la place du RH là-dedans. Moi, je crois comprendre à travers nos échanges aussi qu'on parle d'exemplarité de la fonction RH, à la fois dans l'utilisation d'intelligence artificielle qui ne touche pas que la fonction RH. J'entendais parler aussi d'agilité. Noëlla nous parlait d'agilité de la fonction RH. Vous disiez aussi que finalement, il y a un nouveau
poids, peut-être une opportunité pour la fonction RH avec des RH qui arrivent au CODIR ou au COMEX. Noëlla, tu l'as senti, toi, au quotidien, finalement, ce coup de projecteur qui est fixé sur la fonction RH et peut-être c'est exigeant aussi si on dit ça la fonction RH doit être exemplaire. La fonction RH doit être exemplaire, je pense que quelles que soient les situations, ça me paraît être l'essence même. Et alors, je vais être un peu direct dans ce que je vais te dire. J'ai jamais rejoint une entreprise où la fonction RH n'était pas au COMEX. Je trouve que c'est après, voilà, individuellement, personnellement, je trouve que ça dit beaucoup d'une culture d'entreprise, savoir où on positionne l'accompagnement et le développement des collaborateurs. Et en tout cas, moi, personnellement, je ne peux pas envisager autrement que comme ça. Donc, je ne pourrais pas te parler de boîtes qui n'ont pas ça parce que je n'en connais pas. Ouais, qu'est-ce que vous en pensez, Thomas, Alexandre, Lorenzo? Moi, je partage ce qui a été dit précédemment et je suis complètement convaincu que la fonction RH est indispensable au plus proche du COMEX. Là, on parlait de pionnière, mais je pense qu'au-delà même de pionnière, c'est que je pense que dans les nouveaux usages, elle doit être aussi le premier utilisateur, enfin le premier expérimentateur des nouveaux usages en tant que tel. Je pense que de ce point de vue-là, souvent d'ailleurs, c'est pas forcément le parent pauvre, mais dans beaucoup d'entreprises, il y a des choses qui sont mises en place pour les collaborateurs qu'elles ne s'appliquent pas à elles-mêmes. Enfin, là, je parle de la DRH et je pense qu'au contraire, demain, plus encore, elle doit expérimenter des nouveaux usages et donc innover encore plus et très proche même. Dans l'innovation, il y a l'innovation produit, il y a l'innovation technologique au sein d'une boîte, mais l'innovation, on va dire plus globalement, l'innovation RH en tant que telle est importante parce que c'est ce qui va contribuer à faire évoluer, à transformer la boîte de l'intérieur. Et auquel cas, c'est le rôle de la RH de prendre en lead ce sujet-là, je pense. Si je peux compléter là-dessus, parce que il y a un des éléments qu'on retrouve beaucoup sur nos programmes d'innovation qu'on développe avec nos clients, c'est que la plupart du temps, je dirais dans 70% des cas, les programmes d'innovation sont menés par des DRH, par la fonction RH. Et en fait, ce qui ressort énormément des appels à projets, des appels à idées, c'est qu'il y a une part relativement importante de projets qui sont des projets RH. C'est-à-dire que vous avez des projets d'innovation type créer des nouveaux projets qu'on peut développer en 2 ans. Vous avez des projets qu'on peut rapidement développer qui sont des projets très souvent liés au business. Et vous avez des projets RH qui ont pour objectif d'améliorer la fonction RH en interne. Et ça représente une bonne partie des projets qui sont pitchés par les participants dans les programmes. Donc, un programme mené par les RH et qui en plus génère des idées pour améliorer la fonction RH. Et ça, c'est dire à quel point c'est en train de se développer et d'évoluer, à quel point c'est un besoin en termes d'innovation. Et dans ce cadre-là, le digital, pour moi, c'est qu'un outil. C'est un outil qui va les aider. C'est pas là pour remplacer. Alors, je sais que l'IA, Complètement. vous l'avez très bien expliqué, elle va venir contribuer à tout ça, mais ça ne doit pas apporter de la complexité. Ça doit simplifier le job et du collaborateur et de la RH en tant que tel. Si je peux ancrer le message avant qu'on prenne peut-être quelques questions, je trouve qu'il y a une transformation forte de la fonction RH, on va dire dans les 2-3 dernières années. Il faut dire ce qui est, la fonction RH pour certaines entreprises était une fonction assez conservatrice, je trouve. Et on a vu même arriver au sein des fonctions RH, dans les grands groupes, des directeurs, des directrices de la transformation RH qui étaient en charge d'accompagner la transformation de la fonction, mais aussi finalement d'accompagner des projets de transformation qui étaient éventuellement plus gérés par le CDO, le patron du digital, mais sur lequel il manquait cette dimension humaine. On parlait d'agilité. Je trouve que les RH ont besoin de comprendre ce qu'est la vraie agilité au sens du manifeste agile, des 4 valeurs de l'agilité, des 12 principes. Je crois que les DRH ont besoin de comprendre ce que sont les nouveaux modèles d'organisation. Qu'est-ce que c'est qu'une organisation avec des squads, des tribus, des chapitres, et ça devient absolument essentiel pour être en proactivité aussi dans l'évolution de l'organisation. À mon sens, l'évolution des modes de travail présage aussi des évolutions d'organisation. Alexandre, je crois que tu voulais réagir, non? Oui, alors je vais peut-être jeter un pavé dans la mare, mais finalement, dans tout ce qu'on se dit, on peut se poser la question, et en fait, c'était suite à la discussion avec un DRH que j'apprécie qui m'avait dit ça. En fait, on peut se poser la question à travers
toutes ces logiques d'automatisation de tâches, de responsabilisation des managers aussi, puisque là, on parle du manager de demain, donc on responsabilise le manager. Est-ce que finalement, dans les prochaines années, la fonction RH ne va pas disparaître? Est-ce que les RH dans l'entreprise, il n'y aura plus de DRH et de responsables du développement RH, etc. Et tout ça, ça sera diffusé dans les organisations. Alors, je parle dans les entreprises, plutôt les grandes entreprises, mais auprès des managers. Je ne sais pas, je pose la question, on peut se la poser. Alors, si je peux compléter la question ou peut-être apporter des éléments de réponse, je trouve qu'il y a encore quelques temps, on se posait même la question de est-ce que demain, il y a encore des managers dans ces logiques d'entreprise libérée, etc. On a vu pendant la crise que ceux qui étaient en première ligne, avec les RH peut-être, c'était les managers, que là où globalement ça s'est bien passé, c'est là où le management de proximité était extrêmement présent. Je pense que c'est dans la tempête encore que se révèlent les besoins, les talents, les compétences. Et je pense que les RH ont une nouvelle valeur ajoutée à apporter. En tout cas, dans beaucoup d'organisations, elles en ont fait la preuve là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Que le manager sous une nouvelle forme. Tout à fait. Ouais, exactement. Alors, je vois le temps qui file. On a une question de Julie qui nous dit, pour vous, quels seraient vos 3 conseils pour que la RH gagne en crédibilité au sein de l'organisation? 3 conseils, un chacun. Peut-être, Noëlla, tu as envie de réagir là-dessus et toi, de ton expérience, qu'est-ce qui fait gagner en crédibilité au sein de l'organisation? Oui, c'est une bonne question. J'ai envie de vous dire un autre truc provocateur, mais je vais pas le faire parce que j'ai déjà utilisé ma cartouche tout à l'heure. Non, je pense que ce qui est hyper important, c'est de connaître les équipes, donc passer du temps sur le terrain avec. Parce que pour être crédible dans son rôle, on ne peut pas que travailler avec la direction. En tant que RH, on est au service de l'entreprise en réalité. Donc, c'est bien connaître les métiers, passer du temps sur le terrain avec les opérationnels, avec les managers, mais pas que. Avec les top performers, mais pas que, et vraiment connaître les métiers sur le bout des doigts. Merci pour ce premier conseil. Qui a envie de donner un deuxième conseil? Lorenzo, je t'en prie. Je vois beaucoup de DRH commencer à le faire, mais au vu du profil du manager de demain qui est un manager qui doit avoir cet esprit d'initiative, cet esprit d'oser, cet esprit un petit peu entrepreneur, je pense que le plus important et le plus intéressant pour les DRH aujourd'hui et demain surtout, c'est de réussir à créer le déclic qui va donner envie aux collaborateurs de faire et d'agir différemment. S'ils arrivent à créer ce momentum, ce déclic auprès des managers, auprès des collaborateurs, ça va leur donner envie d'apprendre beaucoup plus vite, de continuer à travailler et à être engagé. Et là, on parle d'engagement. Donc, créer ce déclic qui va donner aux collaborateurs envie de faire différemment, de changer, de se transformer plus vite. Et il y a une phrase que dit souvent un CEO d'un groupe de luxe très connu. Il dit « Learning is superior to change ». C'est-à-dire que le learning doit être toujours plus rapide que le changement. Et pour créer cette envie d'apprendre beaucoup plus vite que le changement, je pense qu'il faut créer des clics. Voilà. Très bien. Merci pour le deuxième conseil. Alexandre, le troisième? Un peu dans la lignée de ce que vient de dire Lorenzo, en fait, il faut savoir que la fonction RH, et je vais paraphraser un certain Thomas Chardin de Parlons RH, il dit que la fonction RH est une fonction riscophobe. Et donc, un conseil, c'est justement de oser. Et dans cette logique de learning, en effet, il faut tester. Mais c'est une logique de start-up, en fait. C'est on teste, on voit si ça marche tant mieux, ça ne marche pas, c'est pas grave, on adapte. Et donc, on revient aussi sur les logiques d'agilité que tu évoquais, Noëlla, tout à l'heure. Il faut ça quoi, comme compétence pour la fonction RH, quoi. Oser. Et après, dernière chose aussi, peut-être de l'empathie. Parce que pendant de longues années, la fonction RH n'était pas très empathique quand même. Et puis là encore, aujourd'hui, peut-être avec les plans sociaux, etc. Mais
on traitait finalement de sujets légaux qui sont durs à gérer, donc il n'y avait pas d'empathie. Donc de remettre de l'empathie aussi dans la fonction RH. Ok, ça reboucle avec ce que disait Noëlla sur connaître les métiers et les équipes, sans doute. Super. Merci. On a une nouvelle question de Marc qui nous dit n'y a-t-il pas un grand écart entre la manière dont les RH se transforment dans les grands groupes et dans les PME, voire les ETI? Comment vous percevez l'évolution de la fonction? Est-elle différente dans les deux, finalement? Vas-y, Alexandre. Ouais, je me permets, parce que j'ai un petit regard par rapport à ça. On a l'impression que alors je ne sais pas le sens de la question, mais on a l'impression qu'on est dans une grande entreprise, les choses évoluent et c'est plus facile de faire évoluer la fonction RH et de prendre des initiatives, etc., etc. En fait, la réalité, c'est qu'on ne doute pas, en tout cas, là je parle de la France, qu'il y a beaucoup de petites entreprises qui sont hyper innovantes dans la fonction RH. Et c'est marrant parce qu'à la fois, il y a pas mal d'entreprises, beaucoup d'entreprises qui sont hyper innovantes dans la fonction RH, et à l'inverse, de l'autre côté, il y a beaucoup de petites entreprises en France qui n'investissent pas dans les ressources humaines parce qu'elles n'ont pas encore accédé à la logique d'innovation, et elles se disent non, les startups, c'est réservé qu'aux grands comptes. Et en fait, ce n'est pas vrai. Donc, finalement, aujourd'hui, on peut tout à fait mettre en parallèle des innovations de PME et des innovations de grands comptes. On trouvera des choses complètement innovantes. Après, en revanche, il y a un truc qui sera jamais identique. Forcément, c'est le volume géré. Quand on gère 15 000 personnes, ce n'est pas la même chose que quand on gère 150 personnes. Donc, après, il y a ces logiques de volume. Donc, les outils, forcément, derrière, ne sont pas les mêmes. Mais les logiques intellectuelles, aujourd'hui, il y a de plus en plus de ressemblances. Ouais, puis je vais compléter. Je trouve qu'effectivement, pendant des années, bon, effectivement, il y a des moyens qui sont différents des fois enfin, bien souvent dans les grandes entreprises. Mais au-delà de ça, les outils qui étaient mis à disposition venaient souvent de la part de grands éditeurs. C'est là aussi de moins en moins le cas. C'est-à-dire qu'il y a toujours ces grands éditeurs, mais il y a de plus en plus de petites solutions sur étagère qui répondent à une problématique bien précise, qui peuvent venir être en appui de la RH ou d'un sujet en particulier RH et qui sont beaucoup plus accessibles qu'avant aux ETI, PME, et qui leur permettent de justement, elles aussi, engager des actions qu'elles ne faisaient pas jusqu'à présent. L'innovation ne coûte pas cher. Ouais. Pas forcément. Pas tout le temps, quoi. Et on n'en a pas parlé, mais il y a de très belles solutions. Moi, j'aurais plein de super belles startups. Je ne sais pas si c'est le cadre là aussi, mais je sais que dans le cadre, on s'inscrit quand même en parallèle du CES, et je trouverais ça intéressant de citer quelques belles pépites dont on dispose, hein. Et sur des sujets différents qui ne sont pas forcément. D'ailleurs, on a de très belles startups autour de l'IA aussi qui favorisent, qui ont des solutions SaaS, et effectivement avec des algos d'intelligence artificielle qui listent les talents comme Crafty ou Elamp sur les soft skills. Mais en parallèle, il y a tout un tas d'autres startups qui s'appuient sur d'autres sujets qui sont assez intéressantes et qui rejoignent l'engagement, hein. Si on prend Thank You et Welcome, par exemple, ça favorise la transmission des savoirs et le partage d'expériences pour améliorer la performance et surtout la qualité de vie au travail. Ça fait le lien entre les personnes les plus expérimentées et les plus jeunes. Ça aussi, je trouve que c'est intéressant pour favoriser l'engagement. On parlait du manager, il y a FNC qui travaille sur un coach digital, de souvenir, et qui favorise l'efficacité collective. En gros, ça fournit des outils, je ne veux pas dire de bêtises, mais qui améliorent le management collaboratif selon le profil des collaborateurs de son équipe. Là aussi, c'est des outils super intéressants qui peuvent être utiles pour une petite équipe. Et un dernier volet, je vais finir là-dessus moi aussi, mais j'y tiens parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais je pense que pour l'engagement et plus globalement, je pense que c'est une des nouveautés aussi de la fonction RH, c'est beaucoup de favoriser ou de s'assurer que les collaborateurs sont en lien avec les valeurs de l'entreprise. Et je pense que là-dessus, il y a un gros volet qui peut être assez intéressant, travailler les valeurs de l'entreprise et surtout de s'assurer qu'on a des collaborateurs qui sont prêts à s'inscrire dans ces valeurs-là. Et du coup, je pense qu'il y a pas mal d'entreprises et on le voit arriver de plus en plus, et c'est en lien peut-être aussi dans l'air du temps. Peut-être qu'en 2021, suite à la crise qu'on a traversée, ça va se passer de plus en plus. C'est toutes les actions qui encouragent les salariés à avoir un impact social. Et les entreprises qui favoriseront ce type d'action, je pense qu'elles engageront davantage leurs collaborateurs. Dans ce cadre-là, je vous invite à découvrir Wenabi, Wenabi qui est une super startup qui permet de faire. Je sens que Thomas va nous Allez, faire la promotion de toutes ces magnifiques startups. C'est normal, c'est mon rôle. Mais si vous ne connaissez pas cette plateforme, c'est une plateforme d'engagement solidaire. C'est super bien. Bref, voilà. Ce sont des très belles startups, effectivement. Il nous reste moins de 5 minutes, peut-être pour juste traiter une dernière question de Dominique et de conclure. Dominique nous demande quels sont, selon vous, les nouveaux métiers RH d'avenir. Je trouve que c'est une question très, très pertinente. Est-ce que vous voyez des
les nouvelles fonctions. On a l'habitude de dire que 60% des métiers de 2030 n'existent pas encore. On sait que dès qu'on touche au digital, 30% des compétences deviennent obsolètes d'une année sur l'autre. Qu'est-ce que vous voulez comme nouveau métier RH? Le coach, pardon. Ouais, tu as raison, coach. Après, en fait, il faut adresser vertical par vertical, du coup. Mais si on adresse, par exemple, le monde du recrutement, les métiers d'avenir dans le recrutement, on est vachement sur du marketing et la vente. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le recrutement, en fait, on utilise toutes les techniques et technologies du marketing. Et donc, on demande à des recruteurs d'être des marketeurs et des vendeurs parce que maintenant, dans cette logique de quête de sens et de fuite des compétences, le recruteur doit impérativement savoir vendre sa boîte. Après, on parlait de data. On voit, il y a des trucs qui sont hyper logiques, hein. Aujourd'hui, un contrôleur de gestion peut travailler dans la fonction RH et on parle justement du contrôleur de gestion RH. C'est des fonctions qui peuvent exister demain, d'avoir un contrôleur de gestion qui gère la data RH pour la fonction RH, comme il gère la data financière pour la fonction financière. Donc voilà, c'est des idées, je pense qu'il y en a plein d'autres, je ne vais pas faire toutes les verticales. C'est vrai. Autour de la rétention des talents, par exemple, il y a des choses aussi qui vont… Autour de la rétention, oui, tout à fait. Je me permets, je reviens sur ce que disait Thomas, j'apporte une précision parce que tu parlais beaucoup de startups et de startups digitales. L'innovation n'est pas que digitale et on le voit. Tu as raison. Ouais, et on le voit aujourd'hui dans les RH. Nous, sur les 270 startups qu'on a au Lab RH, il y a 30% d'entre elles, c'est de l'innovation servicielle. Et on revient encore sur la quête de sens, le focus sur l'humain, etc. Mais en fait, ça passe par du service, en fait. C'est de l'innovation servicielle. Et on revient sur le RH as a service, indépendamment de l'aspect digital. Mais finalement, c'est comment le RH peut proposer des services et comment il se met en posture de proposer des services. Et on revient encore sur les logiques de coach, d'accompagnateur. Et ça ne passe pas que du digital, c'est la façon de faire. Oui, tout à fait. On peut parler de data analyst sur la RH. Certains gros groupes ont ces fonctions-là. J'évoquais tout à l'heure les directeurs de la transformation RH. Pour moi, c'est un nouveau métier. Voilà, Thomas parlait de coach. Moi, je parlerais peut-être de facilitateurs qui sont là aussi pour faire évoluer les modes de travail et grâce aux méthodes agiles, finalement, aider à transformer l'entreprise. Et puis peut-être pour ancrer un point qu'évoquait entre autres Alexandre, moi je crois qu'il y a une compétence qui se développe énormément, ou en tout cas dont la fonction RH a énormément besoin, c'est la compétence marketing, que ce soit sur les process de recrutement, mais aussi de développement des compétences. Les RH ne sont pas souvent habitués à ces leviers de communication, finalement, comme seule vocation d'engager les équipes, les postulants, tout comme on le fait sur une fonction marketing. On va devoir… Des DRH Instagrammeurs. Pardon ? On aura peut-être des DRH Instagrammeurs. Peut-être. Bon, en tout cas, on voit bien ce que je retiens en tout cas de nos échanges, c'est que la fonction RH est en pleine transformation. Il me semble qu'elle a tout à gagner en termes de soutien aux collaborateurs, de réponses plus personnalisées, d'exemplarité. On a beaucoup parlé d'innovation RH et on voit que les RH, ça y est, repassent en première ligne de l'innovation. Ça me semble tout ça extrêmement intéressant en termes d'évolution de la fonction. Je voulais vraiment vous remercier tous les quatre. Merci pour votre apport éclairé. Je voulais aussi remercier Anne Cloteau de Thank You and Welcome qui a mis en œuvre et orchestré tout cet événement. Vous annoncez la prochaine conférence qui aura lieu à 16h30 et qui parlera plus spécifiquement de l'expérience collaborateur à l'ère du travail hybride. J'espère que notre échange vous a permis de capter quelques bons trucs pour vous. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de continuer ces échanges une prochaine fois. À très bientôt et encore merci à tout le monde. À bientôt, merci. Au revoir.